Avant maintenant de vous parler de mon guide de survie pour équipe agile en milieu hostile. Ce ne sont pas les espèces les plus intelligentes, ni les espèces les plus fortes qui survivent. Ce sont les espèces qui s'adaptent au changement. Nos amis les dinosaures ne sont plus là pour en témoigner. Et le début de cette citation, qui en fait vient de Darwin, explique parfaitement pourquoi le monde ne va pas se débarrasser aussi facilement que cela des agilistes. Et pourtant, ils sont nombreux, ceux qui voudraient se débarrasser de nous. Et c'est pourquoi, dans ce combat pour la survie, j'ai envie de vous livrer aujourd'hui mon guide de survie que j'ai construit suite à mes expériences en tant que chef de projet informatique au ministère de l'écologie, puis en tant que chef de système d'information à la Banque de France, avant de devenir coach agile en charge de la mise en place des méthodes agiles au sein de l'INSEE. Alors de quoi parlons-nous là? Nous parlons d'une équipe et d'un projet. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une aventure. L'agilité, particulièrement, finalement, c'est savoir partir vers un horizon, savoir vraiment où on va, mais en ayant le courage de mettre ce premier pas en avant. Et pour cela, il faut s'équiper. Il faut s'équiper humainement. Ce sont les équipes, les personnes, les individus, leurs compétences et leurs expériences qui forment une équipe. Et c'est l'organisation de cette équipe. J'ai envie de dire que cette organisation, elle doit être esthétique, élégante. Et je trouve qu'en la matière, les méthodes agiles, c'est particulièrement adapté. Et finalement, quand on prend ce triptyque entre l'équipe, le projet, son organisation, se trouve en fait au centre le secret de la réussite. Le secret de la réussite de toute équipe. Deux mots, relations humaines. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler plutôt d'amour, et non pas d'un guide de survie, dans un mode un peu commando, militaire. Et pour commencer, j'ai envie de vous lire ce poème de Paul Éluard, qui dit « À haute voix, l'amour agile se leva, avec de si brillants éclats, que dans son grenier, le cerveau eut peur de tout avouer. À haute voix, tous les corbeaux du sang couvrirent la mémoire d'autres naissances, puis, renversé dans la lumière, l'avenir roué de baisers. Injustice impossible, un seul être est au monde, l'amour choisit l'amour sans changer de visage. » Pourquoi je vous lis ça? Eh bien, tout simplement parce que moi, en lisant ce poème, j'y ai vu le manifeste agile. Donc, le premier principe, je vous le rappelle, est les individus et leurs interactions, plus que les processus et les outils. Et aujourd'hui, à Brest, j'ai envie de vous faire une révélation. En fait, le manifeste agile contient un codex, un principe caché, un principe zéro, connu des seuls initiés, que je vais vous donner aujourd'hui. Et ce principe, c'est l'amour plus que tout. L'agiliste, c'est un amoureux de lui, de son équipe, de son projet. C'est finalement une personne qui est au sein d'un commando de l'innovation dont la réussite réside dans la capacité à placer au centre de son projet et au centre de ses relations avec les personnes de son équipe de l'amour. Oui, l'agiliste est un amoureux et les 10 principes qui vont suivre vont me permettre de vous donner des éléments pour faire fructifier cet amour. Alors le premier, affirmer le hasard et la complexité. Oui, notre monde est complexe, oui, notre monde est hasardeux, et tant mieux, parce que si on y réfléchit bien, c'est l'avantage des méthodes agiles. C'est d'ailleurs pour cela que nous sommes supérieurs à toutes les autres espèces, c'est d'ailleurs pour ça qu'un jour les agilistes dirigeront le monde. Et cela a une conséquence très forte, c'est de dire qu'en fait, il ne faut jamais se plaindre, quand on est dans son équipe et dans son projet, des catastrophes, des intempéries, des accidents de parcours. Car ce sont la chance des équipes agiles. Et pour profiter de cela, il faut du courage
du courage pour se lancer dans l'aventure, que ce soit au niveau du projet, mais aussi dans les relations humaines au sein de l'équipe. Le courage de dire que l'on s'aime. Affirmer le hasard et la complexité. Finalement, ça me fait penser à ce roman de Kennedy qui est à la poursuite du bonheur et dont la dernière phrase se termine avec « Vivre, c'est essayer ». Et bien finalement, en tant qu'agiliste, nous sommes bien vivants, car en tant qu'agiliste, nous essayons. Affirmer le hasard et la complexité, c'est notre force. Cela nous rend vivants. Accepter que le reste de l'univers ne soit pas agile. Comme on le voit sur cette photo, en tant qu'agiliste, on est parfois observé de manière bizarre, surtout au sein de grandes organisations où les méthodes agiles ne montent pas de la même manière. On nous prend parfois pour une secte, ce que nous ne sommes pas, bien entendu. Et pourtant, ben voilà, il faut faire avec. Il existe une frontière entre les agiles et les non agiles. Alors que ce soit entre l'équipe de développement et la production informatique, que ce soit entre l'équipe de développement et le métier, que ce soit entre l'équipe de développement, le métier et les utilisateurs, les clients. Il existera toujours une frontière. Et on a beau vouloir passer à l'agile à l'échelle dans les organisations en repoussant cette frontière, et tant mieux d'ailleurs, il existera toujours cette frontière. Il faut donc non pas la nier, la renier, mais plutôt apprendre à la gérer. 3 peut-être clés pour apprendre à mieux la gérer. La première, savoir mettre en place des stratégies gagnant-gagnant. Comme en amour, on a toujours un peu l'impression en agilité, la peur, en tout cas des non-agiles, d'être désaimé. Ça me fait penser à la production informatique qui peut un peu traîner des pieds pour mettre en place une plateforme d'intégration continue. Ce qui est important finalement, c'est d'essayer de comprendre quelles est en fait les peurs, quelle est l'empathie en fait, être empathique en face et comprendre pourquoi les personnes qui sont en face de nous ont un peu de peur ou ne nous comprennent pas. Et donc plutôt que de taper notre tête contre ce mur de non-agilité, il faut savoir comme en amour, contourner, séduire pour obtenir ce que l'on souhaite. Deuxième clé, il faut faire de la pédagogie. Expliquer, expliquer, expliquer sans cesse ces principes à des supérieurs hiérarchiques qui ne comprennent toujours pas pourquoi on n'impose pas la vélocité d'une équipe ou à des utilisateurs, des sponsors à qui on montre des produits non finis et qui ne comprennent pas pourquoi on leur demande leur avis sur des choses qui ne sont pas terminées. Et enfin, troisième stratégie, la plus importante probablement, savoir cultiver le secret au sein de l'équipe. Et là, on n'est pas du tout en contradiction, par exemple, avec l'un des piliers de Scrum, qui est la transparence. La transparence, ça concerne l'équipe. Tout ce qui sort en termes d'information de l'équipe ne doit servir qu'à nourrir des stratégies gagnant-gagnant ou à nourrir la pédagogie. Tout le reste doit rester au sein de l'équipe. Car on ne se rend pas compte comment un burn-down chart peut être mal interprété pour desservir l'équipe. Et même plus loin, si l'on arrive à mettre en place cette zone de secret, on fait de l'équipe une ressource pour chaque individu. Troisième principe, prenez le temps de l'assimilation collective. Alors je pense que certains d'entre vous le connaissent bien, ce précepte japonais qui s'appelle le shu-hari, qu'on donne souvent dans les formations agiles. Le shu, cela veut dire obéir, appliquer les préceptes. Le ha, cela veut dire transgresser, trouver des exceptions à la règle. Et le ri, c'est transcender, dépasser les règles pour se libérer entièrement. Cela nous vient en fait des arts martiaux japonais et cela décrit parfaitement le processus d'initiation. Et les méthodes agiles, c'est exactement cela. On le voit trop souvent dans les organisations ou les startups, les PME qu'on accompagne. Souvent, cette idée que les personnes se lancent en agilité, elles vont prendre la méthode Scrum par exemple et y prendre ce qu'elles ont un peu envie.
Et on se retrouve avec des équipes qui très rapidement finalement ne font pas de daily meeting le matin, puisque en fait ça embête un peu tout le monde. Et c'est pas très grave, puisque l'agilité, c'est s'auto-organiser. Et à la fin, on se retrouve avec des équipes qui finalement font de l'agilité sans vraiment faire de l'agilité. On arrive à des situations d'échec. Et là, les organisations, les entreprises, les startups ont deux solutions. Abandonner l'agilité, en considérant de manière sûre qu'en fait ça ne fonctionne pas, ou revenir au précepte de base, le chou, avant de vouloir ensuite partir vers le A, puis le riz. Blablacar est un excellent exemple en la matière, puisqu'ils ont mis, pendant 2 ans, en fait, ils ont réalisé des expérimentations qui ont échoué de l'agilité, puisqu'ils ne l'appliquaient pas de manière stricte. Puis ils ont commencé vraiment à l'appliquer, et aujourd'hui, ils ont une méthode de travail qui est entièrement la leur, mais c'est parce qu'ils sont repassés par les principes de base. Et c'est important de comprendre que une équipe, finalement, c'est un cerveau collectif qui doit s'initier et passer par ces 3 étapes. De manière systématique, même si l'équipe est constituée uniquement de personnes et d'agilistes confirmés. Alors pour illustrer mon point suivant, je vais vous passer une série de photos qui m'agacent particulièrement, mais j'en ai besoin. L'essentiel est dans le détail. Je vous ai dit tout à l'heure que le succès d'une équipe reposait sur sa capacité à être amoureux de son projet. Et on aime ce qui est beau. Et ce principe de l'essentiel est dans le détail n'est absolument pas en contradiction avec la philosophie agile, bien au contraire. Trop souvent, on voit des équipes qui, pris dans leur sprint, considèrent qu'il faut produire de la valeur, produire rapidement de la valeur. On a un backlog priorisé par la valeur client. Et finalement, on se dit, voilà, ce qu'il faut, c'est faire des choses qui fonctionnent, qui ont de la valeur pour le client, mais bon, l'esthétisme, c'est pas très important, comme si le client ou l'utilisateur final n'était pas sensible à la qualité, à la beauté. Faux, c'est primordial. L'essentiel est dans le détail. Et pour cela, eh bien, une équipe peut peut-être passer par 3 étapes. La première, c'est définir qu'est-ce que la beauté. Chaque équipe va avoir sa définition car c'est un critère très relatif. Au niveau du code informatique, on peut peut-être considérer que la beauté, c'est d'avoir un code qui est valide, bien entendu, lisible, autoporté, qui nous éviterait d'avoir à faire de la documentation, et ça, c'est particulièrement connecté avec la philosophie agile, d'avoir un code efficace, simple, enfin bref, chaque équipe a à définir son critère de beauté, et peut-être à l'inscrire dans la définition de done et de fini de ces itérations. Deuxième point, considérer que l'harmonie d'une équipe, les relations et l'histoire d'une équipe, son goût pour le détail, pour la beauté, eh bien ça se ressent jusqu'au client et l'utilisateur final. On ne se rend pas compte à quel point une histoire, l'histoire et l'aventure d'une équipe se ressent dans le livrable final. Le sourire d'une équipe se ressent dans le produit. Et enfin, troisième détail, troisième point, clé de succès pour ici, c'est considérer enfin les développeurs se mettent enfin à considérer qu'avoir un code esthétique, c'est quelque chose de très important, auquel ils souhaitent attribuer du temps. Et enfin, c'est avoir un métier qui accepte que lors d'un sprint, on ait 20% du temps qui ne soit pas utilisé pour faire progresser le backlog, mais pour travailler sur de l'invisible, qui est pourtant l'essentiel. Notamment car ce qui est fait, étant donné qu'on travaille de manière priorisée, est plus important que tout ce qui reste à faire. L'essentiel est dans le détail. Alors là, ce principe, l'agilité, ça fonctionne mieux quand on est proche. Là, j'ai envie de me dire, je me connecte à l'amour. L'amour, c'est difficile, la distance. Et pour moi, c'est quelque chose qui découle tout de suite du premier principe du manifeste agile, les interactions et la communication plutôt que les outils. Lorsqu'on est à distance, même dans des bâtiments juste séparés, on replace l'outil finalement au centre de la relation. Il est difficile d'avoir une relation pure,
une relation esthétique, un peu amoureuse même. Et c'est important car si on a des rituels qui nous permettent de communiquer de manière régulière, l'agilité, c'est bien plus que ça. C'est toute cette communication continue qui va passer au sein de l'équipe, dans tous les temps entre les rituels. Ce sont des temps primordiaux qu'il faut choyer et ça va avoir un impact sur les deux principes qui suivent, cette continuité dans la relation. L'importance des signaux faibles. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire d'une pizzeria qui se trouve en face de la Maison Blanche. Et plusieurs journalistes, en fait, savent que certains soirs, lorsque de grosses commandes arrivent dans cette pizzeria, cela est le signe qu'il se passe en fait une réunion de crise à Washington. Résultat, ils ont placé devant cette pizzeria des guetteurs toute l'année qui permettent de capter ce signal faible qui indique l'émergence de quelque chose d'important. Le signal faible, en fait, ça vient de l'intelligence économique qui, en fait, considère que les grandes tendances, les grands changements sur lesquels il faudrait faire de la veille émergent par de petits signaux. Et au sein d'une équipe, eh bien, c'est la même chose. Alors, c'est valable pour le projet, pour l'innovation, c'est-à-dire être capable de capter les tendances, mais c'est aussi et surtout valable au sein d'une équipe pour capter peut-être ce regard un peu moins fort, ce ton de voix un peu fatigué, ce ton un peu agacé, cette personne un peu en retrait. Ce sont tous ces éléments qui finalement nous donnent de l'information sur quelque chose, sur une dette autre que la dette technique, qui est la dette émotionnelle. Une dette très importante qu'il faut savoir gérer. Il faut savoir provoquer le conflit au sein d'une équipe pour éviter la violence. Et en la matière, dans la méthodologie Scrum notamment, la personne qui doit s'occuper de cela, c'est le Scrum Master. Ça doit être un virtuose, un chef d'orchestre de l'harmonie de l'équipe. Il doit être celui qui doit être capable de capter ces signaux faibles, mais aussi de les utiliser pour produire des actions. Car il faut avoir le courage de les écouter, de les capter, mais aussi de les utiliser pour envoyer un petit message, avoir une discussion ou peut-être lors des temps des rituels, mettre sur la table des sujets qui pèsent sur l'équipe. L'importance des signaux faibles et l'importance du coup de la continuité de la relation. Toujours dans cette continuité vis-à-vis de la relation, aimer le management sensoriel. Nous sommes des êtres physiques, nous sommes des êtres corporels. Et le management sensoriel, eh bien, c'est tout simplement considérer que la conduite d'un projet et la communication et la circulation de l'information au sein d'une équipe, ça doit passer par tous les modes. Car chaque individu, entre eux, et à différents moments de la journée finalement, va avoir différents métaprogrammes. Certains vont être plutôt kinesthésiques, par les sens, le toucher, d'autres visuels, ou encore d'autres auditifs. Et là, les méthodes agiles sont particulièrement efficaces pour produire et gérer ce management visuel. Les auditifs vont bénéficier des daily meetings et de l'ensemble des rituels où l'on prend la parole pour échanger. Les visuels vont bénéficier des radiateurs d'information qui fournissent de l'information sur où on en est dans le backlog, sur le Kanban et la progression de l'équipe, sur les tâches en cours et celles à venir. Et les kinesthésiques, ceux qui ont du sens, ont cet avantage que l'on utilise énormément de post-it. Et en déplaçant des post-it sur un Kanban, on matérialise la progression de l'équipe. Ou pour ceux qui ont déjà réalisé ce petit exercice de la Product Vision Box qu'on utilise en début d'itération parfois pour conduire sa vision produit, qui consiste sur une boîte de céréales à construire en fait de manière un peu imagée sa vision en utilisant des autocollants, des crayons. Et bien là encore, on fait bénéficier à la fois au visuel et au kinesthésique d'un outil leur permettant de faire circuler l'information. Le management sensoriel, primordial pour l'efficacité d'une équipe. Et je pense même d'ailleurs, de ma propre expérience, que les équipes qui gèrent le mieux le management sensoriel sont celles qui sont capables de produire la plus haute performance. Restez connectés au bien-être du flux et à votre vision. Alors c'est intéressant, on a eu une intervention d'un philosophe ce matin. Je ne sais pas si vous vous souvenez de vos cours de philosophie, mais du point de vue du bonheur, en fait, on a deux conceptions. Il y a la
conception eudémoniste du bonheur qui considère qu'il faut se connecter à un sens, à des vertus, et se couper des plaisirs présents pour vivre heureux. Et en face, il y a les hédonistes qui, eux, considèrent qu'il faut vivre les bonheurs présents, quitte à se couper des vertus. Et en fait, la psychologie positive, qui s'intéresse aujourd'hui à cette partie de la psychologie qui va bien, non pas aux maladies, mais à ces personnes qui sont heureuses, démontre en fait qu'il n'y a pas de contradiction entre ces deux visions. Qu'en fait, le bonheur, et notamment le bonheur au travail, c'est en fait le couple des deux. C'est savoir vivre le présent, le bien-être du flux lorsque l'on est en train de travailler, pris dans nos tâches, chaque jour, et en même temps cette capacité de se connecter régulièrement à une vision. S'il en manque un, le bien-être, le bonheur d'une équipe peut faillir. Et pour cela, il faut savoir donner de la marge individuelle, de la confiance aux individus pour leur permettre de vivre chaque jour le bien-être du flux dans leurs tâches. Et inversement, organiser régulièrement des temps collectifs pour revenir à sa vision. On a tendance à souvent la construire très très bien en début d'itération et même en début de version. Et finalement, parfois, on voit des équipes qui perdent la vision. On ne sait plus vraiment où on va, mais on y va, tête dans le guidon. Et ça, c'est important pour le point suivant. Sachez prendre de la hauteur. Une équipe agile, c'est parfois comme une équipe de foot, une équipe de coureurs, on a parfois un peu la tête dans le guidon. Et si on ne sait pas se faire accompagner, et ça, c'est pas forcément facile dans notre culture, eh bien, on peut se perdre en route. Ou en tout cas, on peut peut-être passer parfois à côté de l'essentiel ou prendre des chemins de traverse qui nous font perdre du temps. Alors que savoir se faire accompagner, avoir des coachs ou des experts, des personnes ressources autour de son équipe que l'on peut mobiliser pour nous accompagner régulièrement, pour nous faire sortir de nos itérations, pour nous faire prendre du recul sur nos versions et notre produit, eh bien cela nous permet de rester connectés et performants. Et enfin, le plus important, sachez organiser des temps de récupération. Finalement, depuis tout à l'heure, je vous dis que ce qui est important, c'est la relation humaine. Sauf que dans une équipe et dans un projet, si on ne fait que puiser dans la relation humaine sans cesse et sans s'arrêter, on finit par la fatiguer. À un moment donné, on ne peut pas lui demander autant sans lui donner en retour. Et savoir organiser des temps gratuits sur le temps de travail, des temps off, c'est primordial. Avoir des temps sacrés qui permettent de créer du lien entre les personnes. Par exemple, à l'issue d'un sprint, c'est peut-être avoir un temps de récupération pour fêter, célébrer ses réussites, avoir un temps pour aller faire autre chose, partir au musée ensemble, faire du sport, mais aussi des temps individuels qui vont permettre à certains de faire de la veille, d'autres de se nourrir, en tout cas intellectuellement, pour ensuite repartager au sein de l'équipe. Il faut comprendre que c'est dans ces temps qui ne sont jamais perdus, dans ces temps gratuits, que se construisent peut-être les ressources qui ensuite vont permettre à l'équipe de relever les défis qu'elle va avoir à relever. Pour terminer, je vous dirais donc que 99% de votre réussite, elle repose sur une chose. La seule, c'est la relation. Les méthodes agiles et tout le reste, finalement, ce n'est qu'un %. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'essentiel est dans le détail. Et que retenir de tout ça? 2 mots. Aimez-vous. Merci à tous.